Bienvenue dans cette nouvelle Podweek dédiée à la congélation de mes oocytes. Après avoir lancé une FAQ sur Instagram où j'ai reçu pas moins de plus de 300 questions, je me suis dit que te raconter toute l'histoire serait trop longue en un seul épisode. Donc j'ai décidé de faire 6 épisodes en mini-série pour reprendre les grandes thématiques. Avant de parler de la thématique du jour, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup, moi et ma team. Aujourd'hui, on va donc aborder la question qui est le plus revenue, à savoir comment j'en suis arrivée à vouloir congeler mes ovocytes. Bienvenue dans l'épisode numéro 1 de cette Podweek. Alors je crois sincèrement que c'est sans doute l'histoire la plus personnelle que j'ai racontée sur les réseaux depuis que mon podcast La Comète existe, avec ma rupture amoureuse. Et justement, il y a un lien à tout ça. Si jamais tu as loupé l'épisode, je te rembobine un petit peu l'histoire. Il y a un an, le 14 juillet 2025, jour pour jour, je fêtais mes 6 ans de relation avec mon ex-compagnon et il a décidé de me larguer ce jour-là. Le fait est qu'on venait d'acheter une maison, qu'on parlait d'avenir et notamment d'enfants. Et pendant très longtemps, j'ai cru que ce qui me faisait le plus mal dans la séparation, c'était de perdre un homme que j'aimais. Mais en fait, avec le recul, je pense que ça n'a pas été le plus gros deuil dans cette histoire. En tout cas pour ma part. Parce qu'en fait, et j'en ai déjà parlé dans la Podweek dédiée à cet épisode de ma vie, mais on fait pas seulement le deuil d'une personne quand on se sépare. On fait aussi le deuil de tout ce qu'on avait projeté avec cette personne. Et typiquement, j'en ai jamais parlé à personne, même pas à mes amis proches, mais quand je suis rentrée de ce trip aux États-Unis à Paris, et ben en fait, j'ai commencé à voir des choses que je ne voyais jamais. Genre une femme enceinte dans la rue, une publicité pour les poussettes, j'ai ma meilleure amie qui m'a annoncé sa grossesse en septembre 2025, une photo de famille sur Instagram, bref. En fait, tout ça, je trouve que c'est absolument magnifique et que c'est la vie. Sauf que, après une rupture, ça te donne juste l'impression que tu ne pourras jamais vivre ce bonheur. Et finalement, alors je pense que ça dépend vraiment des personnalités, mais je dirais que globalement, j'ai pas tant pleuré pour lui, j'ai pas tant pleuré pour l'histoire qu'on a eue, parce que j'ai toujours été hyper reconnaissante là-dessus, mais je pense que ce qui m'a fait le plus pleurer, c'est tout l'avenir que j'avais construit en fait dans ma tête. Et vraiment, je t'invite à essayer de catcher les moments où ton cerveau se fait des scénarios. Des scénarios, pardon, au pluriel. Parce que, typiquement, genre moi, je me suis déjà imaginée enceinte. Je me suis déjà imaginé faire Noël avec mes enfants et mes parents. Je me suis déjà imaginé partir en vacances en famille. Je me suis déjà imaginé en fait toute cette version de la vie où je construisais mon avenir avec cet homme. Et le plus étrange, c'est que j'ai eu l'impression de devoir faire les deuils de souvenirs de choses qui n'ont jamais existé. C'est très bizarre ce que je suis en train de dire à voix haute, mais je le pense vraiment. Et j'ai constaté que, globalement, quand tu te sépares, et c'est normal, les gens ont toujours les mêmes questions. Est-ce que ça va? Est-ce que tu penses encore à lui? Est-ce que tu l'aimes encore? Est-ce que tu vas réussir à tourner la page? Et nanani, et nanana. Mais en fait, personne te demande est-ce que tous les projets que tu avais construits dans ta tête avec lui, tu vas les garder ou pas. Et c'est là que tu te rends compte que tu ne fais pas seulement le deuil d'une personne, comme je l'ai déjà dit, tu fais le deuil d'une version entière du futur que tu imaginais avec cette personne. Et typiquement, moi, je m'imaginais maman en 2026, ou en tout cas enceinte en 2026. On en parlait, c'est un projet sur lequel on avait avancé. Et justement, il y a un autre sujet que j'ai jamais abordé sur les réseaux sociaux, mais comme ça tu connaîtras vraiment toute l'histoire. Et c'est ce qui fait que j'en suis d'ailleurs arrivée à décider de congeler mes ovocytes. En fait, on avait déjà pris un rendez-vous avec ma gynéco en août 2025, le 28 août 2025. Et ce rendez-vous de base, il était prévu pour enlever mon stérilet. Le fait est que tu t'en doutes, le 28 août 2025 est arrivé et je me suis dit, est-ce que je maintiens le rendez-vous ou pas? Est-ce que je veux vraiment, du coup, enlever mon stérilet ou pas? Et forcément, du coup, je suis allée au rendez-vous. Déjà parce que ça prend plus de 6 mois pour avoir un rendez-vous avec une gynéco en France, soyons honnêtes. Donc, clairement, j'allais pas l'annuler et encore moins par rapport à ce qui s'était passé. Et là, je me revois dans la salle d'attente et me faire la réflexion de
Bah, du coup, là, je vais pas venir, pour exposer mon projet de grossesse future. Je viens juste pour, savoir ce que je vais faire de ma life, en fait. En sachant que moi, j'ai été opérée de l'utérus en mars 2022. J'ai subi une conisation, on appelle ça. On m'a enlevé un morceau de l'utérus et du coup, quoi qu'il arrive, il faut que je me fasse contrôler assez souvent. Mais bref, c'est là que je me suis rendu compte, alors je parle surtout, je pense, pour ma génération, donc la génération des femmes qui sont nées dans les années 90, dans les années 90. Depuis toute petite, je rêve de mon mariage. Depuis toute petite, je rêve de mes grossesses. Depuis toute petite, je rêve de ma famille. Je pense que ce sont des rêves qui ont évolué avec le temps. Et je le vois déjà avec ma sœur qui est née en 98, en 98, donc à la fin des années 90. Et je vois déjà les différences et on n'a pas les mêmes aspirations et on n'a pas les mêmes rêves et c'est complètement ok et ça m'a aidé justement à avoir, je pense, un prisme différent. Bref, j'arrive au rendez-vous. D'ailleurs, c'est pas ma gynéco, c'est une de ses remplaçantes. Donc, c'est pas celle qui m'a opérée qui me reçoit, mais fine, it's okay. Je tombe face à une interne, une nana très mignonne, très sympa. Et je lui expose en fait le sujet. Et je lui dis que je vais pas retirer mon stérilet aujourd'hui puisque mes projets ont changé. Et là, je m'effondre dans son bureau, mais littéralement. Il faut imaginer que j'ai vécu la rupture 1 mois et demi avant, même pas, et que ça fait 1 mois que je suis entre guillemets solo à Paris parce que ça arrive en plein été, donc toutes mes amies sont parties en vacances et c'est normal. Anyway, je pense que j'avais juste besoin de lâcher prise et je lui explique du coup quand même à la base pourquoi je venais et finalement que ça ne se fait pas. Et là, c'est elle qui me dit: «Est-ce que vous avez déjà pensé à faire congeler vos ovocytes?» Et je lève la tête, je la regarde un peu bizarrement et je pense que d'ailleurs, instinctivement, j'ai dû avoir une pensée un peu du genre: «Je pense que mon corps fonctionne bien, donc j'ai pas besoin de congeler mes ovocytes». Enfin, pour moi, c'était vraiment un truc qu'on faisait, quand on avait besoin de passer vraiment dans un parcours PMA, de faire une FIV, ce genre de choses, ou pour moi, c'était vraiment quand on était beaucoup plus âgé, quoi. Bon, j'oublie souvent que j'ai, 33-34 ans. À ce moment-là, je me crois quand même beaucoup plus jeune dans ma tête et l'idée, c'est qu'en fait, je lui ai juste répondu: «Non». Honnêtement, j'y ai jamais réfléchi. Et là, en fait, elle me dit: «Bah, vu que vous êtes là et que je sais que vous avez pris votre rendez-vous il y a très longtemps, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est une échographie pelvienne pour checker votre réserve ovarienne. En vrai, ça vous engage absolument en rien. Vous pouvez décider de derrière congeler vos ovocytes ou pas». Et du coup, je me dis: «Bon, bah, c'est vrai que maintenant que je suis là, autant que je le fasse, quoi». Puis j'étais à l'aise avec elle, je venais de pleurer toutes les larmes de mon corps, et c'est un examen qui vraiment dure, littéralement, 3 minutes, quoi. Et là, je la vois faire l'examen, je la vois pas dire grand-chose, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un truc qui va tomber encore, parce que j'ai toujours eu un peu, des problèmes du coup depuis 2022 dans cette région-là de mon corps. Et là, elle me dit que ma réserve ovarienne est basse. Et vraiment, alors je panique pas du tout, je pense que je réalise même pas vraiment d'ailleurs ce qu'elle me dit, mais je me dis: «Wow, là, il va y avoir un avant-après dans ma vie de femme». Pas dans ma vie de maman, mais juste dans ma vie de femme. Et comme je te dis, je panique pas, mais je pense qu'elle voit mon regard et surtout elle connaît la situation et elle me rassure immédiatement. Et elle me dit qu'il peut y avoir plusieurs raisons possibles au fait qu'une réserve ovarienne soit basse, notamment du fait que j'ai un stérilet hormonal depuis plus de 4 ans et que du coup, t'auras compris pourquoi je voulais l'enlever à ce moment-là. Parce que ça allait faire 5 ans, donc en fait, dans tous les cas, il fallait que je l'enlève à un moment donné. Et que, en fait, ce type de contraception, et je pense que c'est au même titre que la pilule, j'ai pas demandé, mais ça doit être kind of, met en quelque sorte, si tu veux, au repos tes ovocytes, enfin tes ovaires. Et du coup, ça donne pas des images hyper représentatives du fonctionnement de ton corps. Et du coup, là, elle me dit quelque chose qui va littéralement faire basculer mon esprit. Elle me dit: il y a rien de grave, mais à votre place, je réfléchirais au moins à cette possibilité. Et là, elle m'explique qu'en plus en France, c'est remboursé, c'est pris en charge, que je suis dans la bonne tranche d'âge, etc., etc. Alors après, elle m'a jamais dit qu'il fallait absolument que je le fasse, elle m'a jamais dit que j'aurais jamais d'enfant, enfin, pas ce genre de choses, quoi. Juste, elle m'a donné une information. Alors honnêtement, c'est une information que j'aurais préféré sans doute avoir à 40 ans plutôt qu'à 34, mais c'est comme ça. Et je me dis que rien n'arrive par hasard et tu vas comprendre tout au long de cette podweek. Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est une question qu'on m'a posée dans la FAQ, c'est que à aucun moment je me suis sentie jugée.
Elle n'a émis aucun jugement de valeur sur pourquoi j'étais là, comment je me sentais, mon avenir, ma vision des choses, et cetera. Je me suis vraiment sentie écoutée et pas du tout dans l'obligation de devoir faire, telle ou telle chose pour, ma vie future, quoi. Et je pense que c'est important d'ailleurs de le rappeler parce que quand on est sur les réseaux sociaux, on a l'impression que toutes les gynécologues sont horribles aujourd'hui. Globalement, il y a 2 camps. Il y a ceux qui te disent qu'on est complètement inconsciente de faire congeler nos ovocytes et il y a ceux qui te disent qu'on est complètement inconsciente de pas le faire. Donc bref, anyway, c'est encore, une autre histoire. Bref, du coup à ce moment-là, je sors du cabinet et je prends vraiment aucune décision. Mais vraiment aucune. Parce que comme tu le sais, j'ai décidé de travailler sur moi et déjà à l'époque, je m'étais dit que je ne voulais prendre plus aucune décision de façon impulsive sous le coup de l'émotion. Et là, le fait est que j'étais quand même très émotive parce que j'avais quand même beaucoup pleuré. Donc, je me suis dit, ne prends aucune décision impulsive, laisse-toi vivre, laisse-toi traverser par la rupture, tu sais que t'es en plein deuil, il faut que tu prennes du recul, etc., etc., etc. Donc, finalement, je décide de ne rien décider. Je me rappelle par contre que j'appelle quand même maman et que je lui dis voilà ce que la gynéco m'a dit. Ça m'a quand même mis un petit coup au moral parce que en fait j'avais pas envie de penser à ça à ce moment-là, j'avais juste envie de me laisser du temps pour guérir, du temps pour retrouver une nouvelle identité et du temps aussi pour savoir ce que je voulais faire en fait. Et heureusement que j'ai pas pris de décision hâtive d'ailleurs à ce moment-là. Et bref, du coup, au niveau de la timeline, je reviendrai sans doute en détail dans d'autres épisodes, mais grosso modo, une semaine après, je pars à Cape Town pour un mois. Ensuite, en octobre, je me focus à 1000% sur mon lancement de novembre parce que l'objectif, c'est de racheter les parts de la maison à mon ex. Donc, je devais quand même faire un bon chiffre. Clairement, j'avais qu'un seul objectif, c'était de 100% re-avoir une indépendance et surtout 100% ne plus avoir de contact avec lui. Et ensuite, du coup, en décembre, je pars vivre à Dubaï. Et finalement, quand je pars vivre à Dubaï, j'ai beaucoup plus de temps pour moi et notamment pour mon corps et je me focalise beaucoup sur ma guérison. Mon lancement est passé, j'ai pu racheter la maison, si tu connais pas ce passage-là non plus de l'histoire. Et je commence du coup l'année 2026 à Dubaï, je fais le nouvel an à Dubaï, le feu d'artifice est exceptionnel, je m'en rappellerai toute ma vie. Mais surtout ce que je fais, c'est que je fais une introspection et je fais mon vision board pour 2026. Et au même moment où je fais mon vision board, du coup, c'est vraiment là où j'apprends à revivre seule, où j'apprends à découvrir une nouvelle identité, une nouvelle personnalité, et tout finalement coïncidait sur ce genre de prise de décision. Et je me revois très bien. Et Caroline était avec moi, ma meilleure amie de Dubaï, avec qui d'ailleurs je vais partir aux États-Unis cette année. Je me vois très bien lui dire, là ça y est, je crois que je suis prête pour prendre une grande décision pour ma vie de femme. Et pourquoi je suis prête? Parce que je ne prends plus cette décision dans la colère ou dans l'injustice. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, et j'ai pas honte de le dire, mais j'ai quand même une grosse phase où j'étais très 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 en colère contre lui parce que déjà j'avais subi une colonisation parce que il m'avait filé un papillot. Et là, je me dis putain, je me retape un traitement lourd quand même pour le corps parce que je lui ai bêtement fait confiance en me disant que j'allais avoir des enfants avec lui et au final j'aurais dû plus écouter mon âge et ce que moi je voulais faire. Mais le fait est que je savais qu'il fallait pas que je prenne ces décisions dans la colère ou dans l'injustice. Et là, à Dubaï, j'étais très apaisée, j'étais en safe place. Là, je me suis dit, ok, là, je prends la décision pour ma liberté. Et du coup, ça a tout changé. Dans même la manière, je pense que mon corps a abordé la chose après, et ça, je te le raconterai dans les autres épisodes. Mais c'est que, au final, j'ai pris une décision pour mon futur à moi. Et je pense que il y a aussi un cheminement qui s'est fait dans ma tête, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on peut se dire que j'ai décidé de faire ça parce que j'avais peur de ne jamais devenir maman. Alors qu'en fait, quand j'ai pris cette décision, j'ai eu la vision de je me laisse la possibilité de devenir un jour maman avec la bonne personne. Et ça, je t'assure que sur le mindset, ça change absolument tout. Et ça fait la transition parfaite avec une question qu'on m'a énormément posée. Et alors, je comprends que la question soit légitime, mais en même temps, chaque fois que je la voyais, j'étais un peu en mode genre, je comprends pas pourquoi t'en déduis ça. Mais la question c'est, est-ce que du coup tu dois faire une famille seule? Est-ce que t'es en train de faire un bébé seul? Est-ce que du coup tes rêves de fonder une famille sont partis en fumée, etc., etc. Mes rêves n'ont pas changé. J'ai envie de rencontrer un homme qui va devenir mon mari. J'ai envie de tomber follement amoureuse de cet homme. J'ai envie qu'on puisse construire une vie de famille
ensemble et j'ai envie que mes enfants grandissent avec un papa, mais aussi une maman qui s'aiment profondément. C'est le schéma classique dans lequel j'ai grandi. Mes parents vont fêter leurs 40 ans de mariage l'année prochaine et ça m'a jamais traversé l'esprit. Alors après, je dis pas que je vais jamais le faire, mais en tout cas, à l'heure où on est, c'est-à-dire en août 2026, dans aucun monde, j'ai envie de faire un bébé seul et j'ai envie de créer, entre guillemets, une famille seule. Ça ne m'intéresse pas en fait. Alors par contre, je suis 100% d'accord qu'il y a des questions qui m'ont traversé l'esprit, du genre, et si je rencontrais pas quelqu'un assez vite? Et si je devais choisir quelqu'un dans l'urgence? Et si finalement je me retrouve dans une relation où je ne suis pas heureuse juste parce que je veux un enfant? Et là, ça m'a fait très 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 peur parce qu'en fait, ce que tu fais quand tu te poses ce genre de questions, c'est que tu vas commencer à négocier avec tes standards. Et tu sais à quel point les standards, pour moi, c'est devenu un non négociable. Et malheureusement, alors j'ai pas regardé s'il y avait des études qui ont été faites, mais je pense que ça a été fait. Je pense que beaucoup de femmes regrettent le choix du père de leurs enfants. Et d'ailleurs, c'est Emily Ratajkowski, là, je pense que tu vois de qui je parle, qui a fait un énorme buzz parce que dans une interview pour je sais plus qui, elle parle de ça. Où elle dit la pire chose que tu puisses faire et qui puisse ruiner ta vie, c'est de faire des enfants avec la mauvaise personne. Et c'est souvent ce qui se passe, parce qu'en fait, les femmes choisissent par peur. Et souvent, on va se dire, bon, il n'est pas si démonstratif que ça, mais c'est ok. On va se dire, bon, il n'est pas 100% aligné avec mes valeurs, mais j'ai 38 ans. Bon, c'est pas exactement ce que je voudrais, mais je veux vraiment fonder une famille. Et en fait, non. En fait, non. Genre, je reste convaincue, et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce podcast, que la décision la plus importante de ta vie, c'est le choix de ton partenaire de vie. Que tu aies envie de te marier ou pas, on s'en fout. Que tu aies envie de faire des enfants ou pas, on s'en fout. En fait, quoi qu'il, c'est la décision la plus importante de ta vie parce que tu passes du temps avec cette personne et cette personne a le plus gros impact sur toi, sur ta vie, sur ton futur, y compris les enfants. Après, là, je suis en train de parler de ma condition de femme, mais l'inverse fonctionne aussi. J'invite tous les hommes à choisir en pleine conscience la femme de leur vie qui va devenir la mère de leurs enfants. Et pour moi, c'est un choix que tu dois pas faire sous pression parce que on mérite toutes de pouvoir choisir le bon père pour ses enfants. Alors, j'ai pas envie de dire qu'il y a de bons ou de mauvais pères, mais juste moi. Et d'ailleurs, j'ai un risque qui a explosé quand j'en ai parlé. J'ai pas envie que mes enfants aient un père comme loser. Vraiment, je pense que je préfère ne jamais avoir d'enfant de ma vie. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai déjà dit et je continue de le penser bec et ongle. Je préfère regretter de ne jamais avoir eu d'enfant que regretter d'avoir eu des enfants avec la mauvaise personne. Moi, il y a certaines valeurs qui sont primordiales. Encore plus si j'ai une fille, j'ai envie de dire. Et du coup, je peux pas prendre la décision comme ça de façon hâtive. Et c'est tout ce cheminement-là qui est passé dans ma tête. En fait, j'ai refusé que la peur choisisse à ma place. J'ai refusé que mon horloge biologique décide d'un homme avec qui je vais construire une famille, mais qui sera pas forcément le bon. J'ai voulu en fait enlever toute la peur, encore une fois, parce qu'on sait qu'avec la peur, on fait beaucoup, beaucoup de choses et on passe aussi très, très, très peu à l'action. Et j'ai compris, mais après des mois et des mois, hein, ça m'a pris vraiment du temps, que justement, j'étais pas en train d'acheter un bébé, j'étais pas en train d'acheter une grossesse, j'étais en train de m'acheter du temps. Du temps pour continuer à guérir, du temps pour vraiment tomber amoureuse de la bonne personne, du temps pour, à l'inverse, dire non à des mauvaises relations et juste ne pas avoir peur. Et je me dis que rencontrer une personne à qui tu dis j'ai congelé mes ovocytes, je vais congeler mes ovocytes, je pense que pour un homme aussi ça enlève une certaine forme de pression parce que il sait que du coup on le choisit pour lui et pas pour son sperme, en gros, tu vois. Et c'était important pour moi de commencer cette pod week avec tout ce cheminement qui du coup s'est étendu sur 6 petits mois, je dirais, mais qui a complètement bouleversé finalement la trajectoire de ma vie, hein, comme une comète. Finalement, on sait d'où ça part, mais on sait jamais où est-ce que ça arrive. Et du coup, demain, pour le coup, je vais vraiment te parler de la suite de la timeline, c'est-à-dire après janvier 2026, après que j'ai posé ça sur mon vision board, quelles ont été les étapes et la suite logique pour vraiment passer à l'action. Mais ce que je voulais te faire passer comme message dans cet épisode, c'est que congeler tes ovocytes ne doit pas être une décision parce que tu as l'impression de ne pas avoir de temps. C'est une décision que tu dois prendre pour ta liberté. La liberté de ne jamais choisir le père de tes enfants par défaut. Et franchement, je pense que c'est la plus belle chose que je peux offrir à mes futurs enfants si j'en ai un jour. Je te retrouve demain pour la suite de cette aventure.